Dans le sud de la France, la Provence est célébrée pour la douceur de son climat, la beauté de ses sites et l'accueil de ses habitants. Mais quand on pense à elle, il nous vient à l'esprit les célèbres histoires de Pagnol, où bergers et paysans se livrent d'âpres luttes pour quelques gouttes d'eau. Au cœur de ce pays écrasé de soleil, on trouve une oasis de calme et de fraîcheur, la Provence verte. Située à l'est de Marseille, au nord de Toulon, son climat exceptionnel a attiré bien des personnages hors du commun, qui voulaient changer de vie, rencontrer les autres et se réaliser dans des projets qui sortent des sentiers battus. Aujourd'hui, nous allons dans le village de Bras, à la Bastide des Templiers, tenu par Harald et Joël. Harald et Joël ont choisi de construire de toutes pièces une demeure qui, une fois terminée, a donné la sensation d'être là depuis toujours. Un jour, on était en vacances en Afrique du Sud. On a passé des superbes vacances dans une maison d'hôtes là-bas, un guest house. Et ça nous faisait le... Voilà, c'est ce qu'on veut faire. On a vu comment les gens partagent leur maison, leur jardin, la piscine, les repas du soir. On trouvait ça super bien. Pour Harald, se lancer dans cette entreprise, ça voulait dire tout quitter, son pays, sa famille, son travail. Moi, je suis journaliste de profession. J'ai travaillé à peu près 15 ans à la télé, dans l'actualité. Donc, c'était un travail très stressant aussi, tous les jours, des nuits parfois. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup été en Afrique, d'autres pays en tant que correspondant. Et ça m'a fait, à un moment donné, ça faisait comme un déclic. Je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça jusqu'à la fin de ses jours. On voulait se poser, moi et Joël. Et comme lui, Joël, il est de la région, on s'est dit, tant qu'à faire, on se rapproche de sa famille un petit peu. On aimait bien la Provence, moi, depuis l'âge de jeunesse. J'ai vu des films de Pagnol. Ça m'a toujours très attiré. Même aujourd'hui, les gens me demandent parfois, t'as pas le mal de vouloir rentrer, mais je dis non, non, mais je suis installé ici. J'aime bien la nature, le calme, et c'est très précieux parce qu'aujourd'hui, ça se trouve pas partout. Moi, j'ai vécu toute ma vie professionnelle dans des grandes villes et avec tout le bruit et tout. Et donc maintenant, je suis très content d'être ici. Pas dépaysé, non, on ne peut pas dire ça. Pour nos deux propriétaires, la Bastide des Templiers est une véritable œuvre de création. Et c'est pour cela qu'ils ont voulu édifier une bâtisse neuve qui soit l'expression de leur goût et de leur talent conjugués. En fait, ce côté sobriété dans la maison, c'est quelque chose qui nous ressemble, c'est quelque chose de voulu. Et point de vue décoration, on fonctionne avec Harald sur le même mode. C'est qu'en fait, on fonctionne au coup de cœur. Il faut vraiment que quand je rentre quelque part, que ce soit chez un antiquaire, dans une boutique, dans un vide-grenier, que je me dise, cet objet, il va à telle place. Il n'y a pas de tension au niveau décoration, je pense, parce que nos deux goûts se marient bien. C'est-à-dire, j'insiste pas de faire quelque chose absolument contre le gré de Joël et l'inverse aussi. Moi, je prends souvent des décisions financières, mais bon, parfois c'est aussi des conneries, enfin, entre guillemets, des conneries. On achète, par exemple, la pergola qu'on a ici. On voulait une pergola pour éviter les parasols et j'ai regardé dans des prospectus des grandes surface pour quelques centaines d'euros. C'était franchement pas convaincant. Et j'ai demandé à un forgeron de nous faire une offre. C'était nettement plus cher. Mais quand on a vu les photos, c'était super convaincant. Ça se passe souvent comme ça. On a appris de choisir des choses en fonction de leur beauté et pas forcément de leur prix. Nous, on est très bois, pierre, tout ce qui est matériaux authentiques, le fer forgé. Avec Harald, on a cet amour du fer forgé, noir, tout. Alors pas forcément des objets hyper travaillés, on aime bien aussi des objets très sobres, tout dépend de l'utilisation que l'on souhaite. Mais c'est vrai qu'on a aussi dans ce village la chance d'avoir un artisan ferronnier d'art qui fait un travail mais exceptionnel. Au village de Bras, le ferronnier d'art Roger Barre fait sonner son enclume depuis des années. Joël rend souvent visite pour le plaisir à cet artisan fier de son métier.
Roger Barre a appris son métier de son père qui lui a transmis un savoir acquis par plusieurs générations. Bon, je fais ça suite à mon père qui m'a appris, qui travaillait là le soir. Et avec ça, bon, ça m'a donné le goût de travailler. Et bon, le plaisir de voir le feu et d'essayer de faire du bon travail. Il y a très peu de forgerons maintenant qui restent de forgerons pour apprendre la forge. Et maintenant, il y a beaucoup de ferronnerie industrielle, hélas. Ferronnerie industrielle, c'est une ferronnerie standard, plus ou moins standardisée. C'est-à-dire que moi, je fais toutes les pièces sont uniques et chaque pièce, il y a un gabarit qui est dessiné auparavant. Il y a pas mal de tracés, de préparation avec le client. On choisit avec le client un modèle, on développe, quoi. Après, ça n'a rien à voir. L'industrie, c'est tout standardisé, c'est tout fait mécaniquement, quoi. Moi, c'est fait manuellement, tout simplement. Et il n'y a pas que le savoir-faire qui est franchi les générations. La forge et ses outils ont été transmis de père en fils. Là, la forge actuelle est électrique, mais elle est encore très ancienne, ça. Là. Mais, si vous voulez, maintenant, il y a des fours à gaz. On appelle ça des fours à gaz, des forges à gaz, mais qui n'ont pas la capacité, comme ces anciennes forges, pour chauffer des fers à section importante. Donc moi j'utilise toujours la forge à charbon comme ça. Quelle température on fait monter Disons que la forge peut monter à 2000 degrés. Elle peut monter à peut-être plus de 2000, hein, puisque le fer, lui, il va fondre à 1500 degrés. Donc, et on le fait fondre facilement s'il faut, hein, si on ne fait pas attention. À le voir travailler ainsi, on comprend que Roger ne s'est pas lassé de travailler dans la tradition. Ah non, parce que chaque période, on évolue et il y a énormément de modèles. Ça va du portail, ça va à une table, ça peut être énormément de choses, des peintures, des grilles. Il y a énormément de capacités, de façons de changer de travail et d'essayer de prendre du plaisir autrement. Roger se demande à qui va-t-il pouvoir transmettre son savoir-faire. Il y a des jeunes qui viennent me voir, mais bon, la problématique, c'est que, si vous voulez, pour former un jeune, ça prend beaucoup de temps. Et bon, il faut faire quand même marcher l'entreprise. Enfin, l'artisan a besoin quand même de fournir du travail. Et j'ai pas le temps de m'occuper d'un jeune en ce moment. Il n'est pas exclu que dans le futur, au contraire, c'est peut-être je fasse ça, mais alors plutôt presque que ça, quoi. Disons faire ça spécialement. La ferronnerie n'est pas un métier qui s'apprend en un jour. Disons qu'il faudrait beaucoup de patience parce que pour apprendre un métier comme ça, il faut une dizaine d'années pour arriver à le maîtriser complètement. Alors c'est très délicat d'arriver à vendre des pièces qui sont peut-être pas très bien parachevées et de gagner sa vie dessus. Je ne sais pas, je leur dirais, je lui souhaiterais bon courage. Nous sommes en Provence et on prend toujours le temps de parler. Pendant que Joël continue son tour de village rituel, Harald s'est mis en cuisine. Son métier de journaliste ne l'avait évidemment pas préparé à se lancer dans la gastronomie, du côté des fourneaux. Il lui a fallu tout apprendre, mais il s'est vite adapté. Et désormais, la cuisine provençale traditionnelle n'a plus de secret pour lui. Il a remis au goût du jour les célèbres papetons, des poivrons farcis qui ressemblent à une mitre. J'ai grandi à côté de ma mère qui aimait bien la cuisine et j'ai toujours admiré, j'ai regardé ce qu'elle fait et du coup beaucoup de gestes se sont transmis comme ça. Et après, j'ai commencé à étudier les recettes. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie professionnelle, donc j'ai vu beaucoup d'influences d'autres cuisines et tout ça, ça s'est mélangé. Et maintenant, c'est une passion, on peut dire. C'était facile pour moi dans la mesure où c'est une cuisine méditerranéenne et moi, j'aimais bien tous les plats qui fonctionnent avec l'huile d'olive et les légumes frais, toutes les couleurs. J'adore le poivron. Vous allez voir, on fait beaucoup avec le poivron. Et en plus des papetons, Harald a préparé une autre recette traditionnelle. Donc ça, c'est le suprême, c'est un filet de poulet qui est coupé en deux pour avoir des tranches très fines. Et il est badigeonné avec la tapenade verte, roulé. On le fait revenir dans de l'huile d'olive. Après, il y a un fond de volaille qui est ajouté, tous les herbes de Provence, surtout le romarin et le thym. Et on le laisse mijoter quelques minutes. À le voir travailler dans sa cuisine, on comprend combien sa passion occupe désormais tout son temps. La table d'hôte me suffit.
parce que je trouve il y a quand même un énorme stress. Je ne sais pas si un cuisinier, un chef, quoi, un professionnel a le même stress, probablement oui aussi, parce qu'il faut toujours réussir. On n'a pas le droit de ne pas réussir. Si vous avez des amis avec vous, en famille, on peut dire bon, j'ai un peu mis trop de sel, c'est pas grave, on mange quand même. Mais si vous demandez de l'argent, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et quand on est tout seul, parce qu'il n'y a pas de personnel, et il n'y a personne qui prépare les sauces, et il faut tout faire en même temps. Parfois, je me retrouve à faire 3 plats en même temps, le dessert. Ça, c'est pas toujours évident. Harald est devenu un chef exigeant sur la qualité de ses produits. Soit c'est de notre jardin, soit on l'achète ici au marché du village. L'ail, indispensable dans la cuisine méditerranéenne ou provençale. Les oignons, pareil, il y a un peu partout. Les courgettes, j'adore ça comme légume parce que c'est très fin. Les poivrons, ça c'est le coulis de tomates qui est fait à base de tomates et un peu de piment, un peu d'herbe. Les olives vertes en l'occurrence. On a aussi des olives noires, mais dans ce que je fais ce soir, il n'y a que des olives vertes. Poivrons verts aussi. Et ça c'est les aubergines qui sont aussi, ça c'est la base principale du caviar d'aubergine. Et ici on a nos 2 herbes principales, le romarin et le thym qui poussent un peu partout. Ici, ça c'est le romarin. Et vous allez voir avec Joël, qui est beaucoup plus spécialiste que moi, où ça pousse un peu partout autour de la maison. Pour son jardin, Joël a retrouvé les usages qui avaient cours au Moyen-Âge. La Bastide des Templiers est donc entourée par un jardin d'herbes aromatiques. J'ai toujours rêvé d'avoir un jardin. C'est vrai qu'en petit appartement, je collectionnais les plantes à tel point que j'ai fini par me dire que je dormirais dans la cage d'escalier si ça continue. Et c'est vrai qu'avec cette maison, j'ai enfin la chance de pouvoir avoir un grand jardin, même s'il est même parfois trop grand et que je manque un petit peu de temps pour pouvoir m'en occuper comme il le faudrait. Mais l'avantage aussi, c'est qu'ici, les plantes aromatiques, ça pousse tout seul. Donc il suffit de les laisser croître et on a des trésors extraordinaires parce que tout sert en cuisine. Et ces herbes qui semblent être là depuis toujours, est-ce que Joël sait leur nom à toutes? C'est l'origan pour la pizza par exemple. Tout le monde les connaît. Après, herbes de Provence, en fait, c'est tout simplement un mélange plus ou moins réduit en poudre que l'on vend dans des petits pots. Un jardin d'herbes, ça sert à quoi? Le jardin d'herbes, il est intéressant à 2 titres. Un, parce que ce sont des plantes qui sont jolies à voir. Ça a une bonne odeur, ça fait de jolies fleurs. Et puis après, l'intérêt est tout à fait culinaire parce que le but du jeu, ce qui est amusant, c'est en fonction des différentes saveurs, d'arriver à marier différents ingrédients, à créer de nouvelles recettes en se disant tiens, cette odeur, ça irait très bien avec tel type de poisson ou telle viande, ou tiens, avec tel plat de crudité. Essayer, même parfois faire des essais complètement détonnants qui n'atterriront pas sur la table parce que nous ne les jugeons pas satisfaisants, mais il y a ce plaisir de créer. Comme tout bon jardinier, Joël est fier de ses plantations. Donc là, par exemple, voilà, ça, c'est du thym. Alors c'est vrai que là, on est en fin d'été, donc il n'est pas très joli, hein. Il souffre un petit peu de la sécheresse, mais c'est quand même aussi une plante adaptée à la sécheresse. Ici, vous voyez cette petite espèce d'escargot, il y en a partout. Et on peut même les manger. Les anciens les faisaient avec l'aïoli, avec du fenouil sauvage. Par ici, nous avons du romarin. Alors le romarin est très intéressant comme plante aromatique, notamment on le cuisine beaucoup avec de la viande. L'intérêt de toutes ces plantes méditerranéennes, c'est qu'elles ont beaucoup d'indications thérapeutiques, donc en médecine on s'en sert pas mal. Mais le romarin a une particularité, c'est qu'il faut le consommer avec modération, parce que sinon il a quand même un effet toxique sur le système nerveux. Là ici, voici ce qu'on appelle la sarriette des montagnes. C'est une autre variété sauvage de thym. Et ça, c'est une herbe que j'aime bien cuisiner quand on fait un barbecue avec des merguez.
c'est incomparable. Alors voici un très beau spécimen de fenouil sauvage. Alors, le fenouil sauvage a un goût anisé très fort, on s'en sert beaucoup dans le sud de la France. Quand il est très jeune, on peut le manger cru en salade. Alors avec ce petit goût anis, c'est vraiment fabuleux. Quand il est déjà beaucoup plus développé comme ça, on va s'en servir séché pour faire tout ce qui est poisson au courbouillon. Et voici un beau spécimen de sauge officinale. Alors ça, c'est quelque chose que nous utilisons beaucoup pour les rôtis de porc, par exemple. Et la grande fierté, le bâton de maréchal de Joël, c'est le basilic. Alors ici, voilà un bel exemple de basilic. Alors ça, c'est celui qui a les petites feuilles. C'est celui qui a ma préférence parce qu'il a un petit goût poivré. J'aime bien l'utiliser dans les salades. Et je m'en sers aussi beaucoup, par exemple dans une salade de fruits comme une salade de fraises toute simple. On rajoute ça ciselé à la place de la menthe et on a quelque chose de vraiment complètement différent et d'inattendu, mais c'est quelque chose qui passe très très bien. À quelques kilomètres, sur les collines de Roquebrussanne, on peut aller visiter l'extraordinaire jardin d'Élie Alexis, un jardin sans eau. Mon rôle, en tant que jardinier bénévole, c'est d'essayer de sauvegarder ce jardin qu'Élie Alexis a créé depuis sa jeunesse, donc en 1930. Depuis, le jardin, bien sûr, a évolué. Il a étudié beaucoup de plantes de la colline, puis ensuite, il est allé chercher des plantes jusque dans les Alpes. Mais aussi, il a eu une passion pour les succulentes, les cactus et d'autres. Ce jardinier, bien en avance sur son temps, avait imaginé un jardin sans arrosage. C'est une technique, on va dire, puisqu'il n'y a pas d'arrosage, il faut que ces plantes s'adaptent vraiment au climat, puisque nous avons des périodes sans pluie qui peuvent aller jusqu'à 3 mois, voire plus. Élie Alexis a d'abord recherché toutes les plantes sauvages qui peuplaient les collines. Puis, il est allé à la rencontre de botanistes du monde entier. Élie a rencontré beaucoup de botanistes et il a connu les frères Jean Andiez, qui étaient 2 botanistes spécialisés dans les plantes succulentes qui habitaient Carqueiranne. Mais il a aussi rencontré quelqu'un du village qui lui a apporté des plantes depuis le jardin botanique de Monaco où il travaillait. Tous ces végétaux font partie du biotope naturel de la Provence. Alors, il s'agit du Camérops que l'on trouvait spontanément dans la région, qui a disparu, mais que l'on trouve maintenant dans beaucoup de jardins pour l'ornemental. Et bien dans le jardin d'Élie, il a eu cette particularité de s'adapter de façon incroyable à la sécheresse et au froid. Au-delà de la prouesse technique, le jardin d'Élie Alexis a donné la parole à la nature. Pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie. Ce jardin, d'abord vivre en autarcie, je crois que c'est quasiment impossible dans la société dans laquelle nous vivons. Et justement, je retrouve ici peut-être des valeurs vraies, des valeurs justes et des valeurs morales que nous avons perdues. À la table de la Bastide des Templiers, chaque dîner est un moment exceptionnel. Et les plus heureux sont souvent Harald et Joël. Je dirais que les meilleurs souvenirs, ça va être certaines soirées en table d'hôte où on est 12, 14 personnes avec différentes nationalités, du style italien, espagnol, anglais, allemand, et où tout d'un coup, ça part en anglais, tout le monde discute avec tout le monde, même si c'est chacun à l'autre bout de la table, où il y a une ambiance extraordinaire. Et là, on sent que les gens sont bien, sont à l'aise, passent vraiment un bon moment, apprécient le repas qu'ils sont en train de partager, et puis se laissent aller. Échanger, donner, recevoir en permanence, on doit parfois s'en lasser.
Je ne pense pas que c'est gênant de partager sa propre table. C'est vrai que certains soirs, peut-être la fatigue, on n'aurait pas envie de le faire. Mais avec Harald, on a, je pense, cet amour du contact, l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'étrangers qui viennent. Donc en fait, on a des soirées qui sont toujours très enrichissantes. Parce que, bon, ici on arrive, on se pose à table, on ne parle pas de son boulot, on va parler de tout un tas de choses, on parle de la région, on parle de la maison, on parle des vins rosés, on va parler des choses à visiter dans le coin, de l'histoire, de sport, de tout un tas de choses. Pour les vins, Joël a un avis bien tranché. Je trouve qu'il y a une différence assez nette, point de vue goût, entre le Côte de Provence et le Coteaux-Varois. Personnellement, je préfère le Coteaux-Varois parce que je trouve qu'ils ont plus de caractère. Les bandoles, c'est encore autre chose. Mais par exemple, dans le village, nous avons la chance d'avoir une coopérative qui produit un excellent vin rosé avec tous les vignerons autour du village. Et nous avons en particulier un domaine qui est vraiment exceptionnel parce qu'il est tenu par 3 femmes. Et c'est le seul cas que je connaisse d'un domaine qui est mené par des femmes. Elles font un vin qui s'appelle le vin au féminin, c'est le domaine de Bourganel. Elles ont des bouteilles hyper élégantes, très très sobres, et elles produisent un vin de très très bonne qualité. Le vin au féminin, c'est avant tout une histoire de famille. Donc, je m'appelle Séverine, j'ai 3 enfants, 3 filles. Je suis responsable de cave. Je m'occupe de tout ce qui est vinification, mais avec un complément avec mes sœurs, parce que toute seule, je ne peux pas. Je m'appelle Natacha, je suis responsable du service comptabilité. J'ai 2 filles et je pense être la plus pénible des 3. Angélique, je suis maman d'un petit garçon et c'est moi qui m'occupe du vignoble et je participe un petit peu à la cave, un petit peu à la comptabilité. Comme mes sœurs, on se rejoint toutes les 3. Il y a 4 ans, ces 3 jolies femmes n'étaient pas vigneronnes, mais les 3 sœurs avaient envie de rassembler leurs forces autour de leur mère. Elles ont alors racheté un domaine viticole en état d'abandon. Elles ont retroussé leurs manches. Le domaine est donc tourné. Il a été laissé. Le propriétaire nous a mis de suite au pied du mur et la réalité était vraiment ce qu'on s'attendait aussi. Ce sont des vieilles vignes qui n'ont plus été vraiment entretenues correctement comme elles devaient l'être. Donc elles étaient fatiguées, elles avaient faim. Mais bon, c'était quand même de très belles vignes. Ça a été un pari. Au début, il n'y croyait pas trop. Mais comme il aime les défis, il a dit 3 femmes, pourquoi pas. Et il nous a donné notre chance. Et nous avons une très bonne entente avec. Et Arlotte, aujourd'hui, il est très satisfait de ce que nous avons apporté, notre touche au domaine. C'est un vin au féminin, vraiment? Oui, 100%. Du départ, de la culture de la vigne, donc de la taille, jusqu'à la vinification, jusqu'à la commercialisation de la bouteille, le choix de la bouteille, le choix des cépages. L'étiquette, les assemblages. Elles sont devenues vigneronnes à part entière. Elles ont appris à conduire les tracteurs et la vendangeuse. Et surtout, elles ont appris à travailler ensemble. Je pense que le premier pari gagné, c'est 4 ans, on est encore toutes les 3, avec beaucoup de coups de gueule, on va dire ça comme ça. Parce qu'on a beau être 3 sœurs, on a 3 caractères différents, on travaille différemment, on pense différemment. Et déjà, c'est déjà énormément beau. Désormais, elles sont aussi à l'aise en tenue de soirée qu'en bleu de travail. Et si l'une d'elles quittait le trio? Je pense pas qu'on continuerait. Je pense que ça serait bancal. Il manquerait quelque chose. Oui, parce qu'on est sœurs, on a 3 ans et 6 ans d'écart ensemble, donc on a carrément un écart. Mais on peut dire qu'on est comme des jumelles. On a besoin de, je sais pas, il y a un lien qui est très fort entre toutes les 3. Et comme des jumelles, on fait nos courses ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble, on dort chacune chez soi. Mais on a un besoin, et en fait c'est notre force d'être ensemble. Et avec maman autour de tout ça. Pour la Bastide des Templiers, il y a ceux qui connaissent le chemin et qui les encouragent. Surtout continuez comme ça, continuez à avoir l'accueil que vous avez, continuez à avoir la très très belle maison que vous avez, continuez à recevoir les gens comme vous les recevez. Finalement, ne faites pas trop de publicité parce qu'on a envie encore de rester un petit peu et d'avoir cet endroit privilégié pour nous.
C'est absolument sûr que toute cette histoire n'est qu'une histoire d'amour, parce que c'est vrai que Harald a quitté sa famille, son pays, parce qu'il avait cette envie depuis très très longtemps de vivre dans le sud de la France. C'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que je suis natif d'ici, que j'ai toute ma famille, donc en fait pour moi ce n'était qu'un rapprochement familial. Mais dans toute cette histoire, moi ce que je fais, c'est simplement le suivre.